beaucoup d'être là pour réfléchir avec moi à l'usage ou aux usages pluriels des intelligences artificielles génératives pour écrire et faire écrire. Alors je vais commencer par une anecdote. En juin dernier, je sortais d'un colloque d'ailleurs sur l'IA, et je suis dans la rue et je reçois un coup de fil d'un collègue, et un collègue qui a l'air assez désemparé. Il m'explique qu'il doit faire passer une soutenance de master à un étudiant, et que l'étudiant s'appuie sur mes travaux. Donc évidemment, je suis flattée, hein, je me dis, je ne sers pas à rien, même dans une ville éloignée, et je le suis moins quand il me cite un passage du mémoire, censément une citation, et qu'il me demande effrayé, Anne-Marie, as-tu bien soutenu cette idée? L'IA était passée par là, et le test de Turing, on peut dire, a échoué. Il y avait bien 2 humains et une machine, mais et par écrit et à distance, mais l'interrogateur a bien reconnu la machine, donc voilà. Ça n'a pas fonctionné, et nous avons, je dois dire, ri de bon cœur en essayant d'énumérer les indices qui lui avaient sauté aux yeux, hein, non seulement mon prénom qui était déformé dans la bibliographie, mais aussi un ouvrage que je n'avais jamais édité tout de même, hein, et puis également une date qui remontait à une époque antérieure à mes publications, et surtout indépendamment de ces indices, le fait qu'ils disent clairement que je ne pouvais pas avoir soutenu une telle idée parce qu'ils connaissaient à peu près mes travaux. Donc la relation humaine avant tout, la relation humaine comme déterminante en fait pour arriver à dire qu'il s'agit ou non d'un texte généré automatiquement. Les indices techniques des hallucinations de la machine ne suffisent pas, ou en tout cas, on peut dire qu'elles vont être de moins en moins pertinentes, hein, pour arriver à déceler un texte généré, parce qu'il y a une performance absolument exponentielle des IA, et qui dépendent aussi évidemment de la maîtrise de l'outil par celui qui l'utilise, en l'occurrence un étudiant qui n'a pas été formé à l'usage des IA, et surtout qui n'a pas été formé ni à l'université, ni à l'école pour l'instant, hein, puisque vraiment, la plupart du temps, on essaye de penser que les IA ne font pas partie, en fait, d'un cadre d'apprentissage à l'école. Alors, je pense que cette anecdote, elle est intéressante pour faire entendre l'embarras de toute une communauté professionnelle. Peut-être que vous la partagez avec moi. On sait que Turing, en 1950, teste les performances vraiment de l'ordinateur pour les affiner par rapport à la réception humaine. Or, il ne s'agit pas ici de tester les performances de la machine, mais bien d'évaluer les compétences d'un étudiant à l'issue d'une formation, et situation que l'étudiant a visiblement renversée, en tablant sur les compétences incertaines en matière d'IA et sur la crédulité de son professeur, on peut le dire, et c'est effectivement des situations qui arrivent très très souvent en formation étudiante en ce moment. Alors, on peut se poser ces questions-là de manière très négative. Finalement, où est-ce qu'on va ? Est-ce que c'est un vaste guet-apens pour les évaluateurs de compétences? On ne va plus être capable d'évaluer vraiment les étudiants. Est-ce que c'est l'horizon d'une grande tromperie généralisée? Soyons dans la dystopie, hein, qui va empêcher finalement de passer par l'écrit pour comprendre ce que quelqu'un a compris et sait restituer. Alors je vais inverser ces questions parce que je préfère poser les questions de manière positive. Vous les voyez sur la slide, hein, comment, à l'heure des IAG, continuer à s'exprimer à l'écrit et à enseigner l'écriture? Peut-on imaginer des pistes de collaboration, qu'elles relèvent de l'écriture assistée ou de la reprise d'un matériau généré? Et amène-t-elle à rêver une technogénèse heureuse, associant l'humain et la machine? Soyons un peu dans l'utopie. Ou bien, si on veut défaire l'utopie, au nom de la prévalence d'une expression personnelle, libre et inventive. Donc l'idée claire est de dire qu'est-ce qu'on fait avec les IA maintenant? De toute façon, on est incapable d'être sans, puisqu'elles existent. Alors pour entamer la discussion, vraiment, j'ai pensé qu'il fallait un petit moment interactif. Donc je vais vous proposer un petit test en vous demandant eh bien, tout simplement, quel texte est généré par l'IA? Et je vais vous projeter 3 textes. Donc, je vous invite à les lire. Je ne vous les lis pas oralement. Voilà, le premier, lisez-le et demandez-vous, est-ce qu'il est généré automatiquement ou est-ce qu'il est écrit de main humaine?
pas de réponse pour l'instant. Dites-moi quand vous avez fini. Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, il faut le dire. Oui, tout à fait. La remarque est importante parce que souvent, on compare. Ouais. C'est bon? Voici le deuxième texte que je vous propose. Sois-y qu'à la plage. C'est bon? Et voici le troisième texte, un peu plus court. Voilà, je recueille vos avis. Est-ce que le premier texte est généré automatiquement ou de main humaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un avis sûr déjà? Est-ce que vous êtes dans le doute? Voilà, essayez de vous exprimer là-dessus. Comment? Très littéraire. Donc, mais il y a la faute de français. Le harmonica. Et du harmonica aussi. Je ne sais pas. Donc finalement, pas très humain, pas très naturel. Pas très naturel, c'est ce que vous dites. Hein? Bon, c'est bien un texte généré. Oui, oui, je vais vous le dire. Oui, oui, tout à fait. Généré très récemment. Sois-y qu'à la plage. C'est tellement lisse, Marie. Elle sort, elle va à la plage. Elle sort de l'école, elle va à la plage. C'est loufoque. Donc, c'est l'être humain? Vous êtes sûr de vous? Non, il y a toujours un doute. Hein. Mais vous penchez plutôt vers l'humain. C'est un texte généré. Troisième texte. Oui, eh bien, on ne dit pas ça comme ça. Vous sentez que c'est pas ce qui viendrait habituellement. Alors, c'est aussi un texte généré. Voilà les sources. Vous pouvez dire que le texte A, si on le commente un petit peu, hein, donc il a beaucoup d'imperfections linguistiques, vous l'aviez vu. Hein, manifestement, c'est une IA qui n'est pas assez puissante et n'a pas été suffisamment entraînée sur des données importantes. C'est souvent le cas des IA maison, on peut dire ça, qui correspondent à des usages spécifiques.
qui peuvent être parfois très ingénieux. C'est le cas ici. Le développeur a un nom, il s'appelle Arthur Sarrazin. Il a conçu une application qu'il appelle Oracle ou Romancier. Et une application qu'on peut installer sur un poste pour s'amuser un peu. Et cette application se présente comme destinée, je cite, à générer des histoires alternatives en prenant des événements historiques réels comme point de départ et en créant des variations parallèles avec des règles légères. Alors les règles légères, je pense qu'il fait allusion à son algorithme qui doit être assez léger lui-même, mais voilà, ça donne ce genre de texte vraiment pour essayer d'incorporer des données historiques finalement à une fiction, pour faire de la narration. Ça, c'était pour le texte A, donc de générateur de récits parallèles. Et le texte B, il apparaît quand même beaucoup plus difficile à identifier. Je pense que ça a été votre expérience, là, identifier que c'était un texte généré. Bon, il s'agit pourtant de la version gratuite de ChatGPT, le modèle vraiment de base, celui qui est accessible sans paiement, mais on sent d'emblée que c'est quand même un grand modèle de langage. Et si vous avez réussi à le repérer, on peut peut-être énumérer des indicateurs. Sans doute que vous ne vous en êtes pas tenu seulement aux marqueurs linguistiques comme tout à l'heure, et qu'il faut rentrer davantage dans le texte, en fait. Il faut être sensible au caractère convenu des formulations, voilà, le fait que ce soit assez lisse. Peut-être l'usage des adjectifs, les murs sont froids et les règles sont strictes, l'horizon est bleu infini, vous voyez, des collocations qui sont en fait attendues et qui sont majoritaires dans la langue. Et puis aussi, de manière générale, l'effet peut-être un peu carte postale de la description. Également l'organisation en paragraphes qui est très caractéristique de ce modèle de langage. Et puis bien sûr, pour le dernier paragraphe, la morale de l'histoire qui est toujours forcément positive, dans ChatGPT modèle 4. Et vous avez peut-être également été interpellé par la situation narrée en montrant qu'il y avait quand même des choses assez sensibles du côté de l'univers anglo-saxon, l'uniforme pour l'école par exemple, qui renvoie quand même à un univers de référence qui est largement marqué monde anglo-saxon, surtout la fuite de l'école alors qu'il n'y a pas d'autorisation du maître, qui rompt la suspension d'incrédulité et qui est pourtant un élément majeur pour faire de la narration. On pense à ce qu'a dit Coleridge là-dessus. Alors ça pourrait relever finalement d'un rêve. Peut-être que l'élève qui est dans la classe et qui s'ennuie peut partir dans un rêve sans marqueur davantage, mais rien ne nous l'assure finalement. On ne revient pas en fait à cette assurance ensuite. Donc là, il y a vraiment une rupture de construction. Mais bon, là, c'est quand même un texte beaucoup plus élaboré, avec une rédaction qu'on peut dire soignée. D'ailleurs, on a souvent dit que ChatGPT était un élève moyen. Il a réussi le bac récemment, ChatGPT, c'est pour vous dire que ça correspond en fait à un niveau de rédaction absolument correct dans des exigences minimales scolaires, minimales ou moyennes, on va dire plutôt. Et d'ailleurs, il est susceptible, si vous vous en rendez compte, de répondre à des consignes scolaires. Évidemment, comme c'est généré automatiquement, il est le produit d'une commande. Et là, on a un calque assez évident entre la commande faite à la machine et la situation dans laquelle se trouve l'enseignant quand il est en train d'adresser une commande pour faire écrire un texte en classe. Alors, le texte C, par contre, il est vraiment généré très, très récemment. Alors, il ne s'agit pas cette fois de ChatGPT et de l'OpenIA, mais de l'entreprise française Mistral IA, qui est donc une entreprise française qui fait concurrence à ChatGPT, mais je crois qu'ils ont été rachetés récemment. Mais enfin, c'est important de le remarquer pour des enjeux de propriété intellectuelle, régis par le droit français, et parce que le chat, ça s'appelle le chat, est d'abord conçu comme un assistant de stratégie marketing. Donc, c'est très important qu'il y ait du droit français derrière. Alors, cela ne veut pas dire pour autant que les données d'entraînement soient francophones. Parce qu'on a vu tout à l'heure que, par exemple, l'indication de l'uniforme relevait du monde anglo-saxon. On peut dire qu'il va chercher ces données un peu partout et en particulier qu'il renvoie sur le web, même si l'usage n'est pas celui d'un moteur de recherche. Il met en lien, il met en relation.
Et donc, il met en particulier ici, parce que je le lui ai demandé en récit, des données qu'il est allé chercher un peu partout sur le web. Mais alors la grande différence avec ChatGPT, c'est que le chat donne ses sources. Donc c'est un usage vraiment différent. Hein. On peut, par exemple, pour ce texte, les renvois permettent de vérifier la justesse des mentions relatives à l'univers maori, la navigation par les étoiles, évidemment. J'ai fait exprès dans ma commande de faire référence au projet Narwa. Hein. Les prénoms des personnages aussi, l'insertion de la parole orale comme un geste de transmission familiale. Tout ça, on peut dire, c'est l'évocation d'une culture qui n'est pas juste superficielle, qui est vraiment aller chercher dans des sources qui permettent d'identifier ces gestes-là. Mais on peut aussi quand même remarquer que la mise en texte, proprement dite, ne relève pas d'un souci de travail de la langue. Les formulations, comme l'autre texte, sont très attendues. Le navigateur est respecté, les yeux sont brillants d'impatience. Tout ça relève, en fait, là encore, d'attentes lexicales. Alors peut-être que les couleurs violette et or sont peut-être plus surprenantes, mais on peut pas vraiment dire qu'elles retiennent l'attention au point de construire une relation esthétique au texte. C'est vraiment trop ponctuel, c'est pas durable et c'est juste une apparence très soignée comme on l'a vu pour ChatGPT. Alors voilà, l'expérience de ce petit texte permet de nous dire tout de suite qu'il faut peut-être non pas parler de l'IA, mais des IA, et des IAG en particulier. C'est IAG, c'est-à-dire intelligence artificielle générative. C'est le premier constat qu'on peut faire. Il vaut mieux parler des IA au pluriel, puisque vous avez vu, la performance est différente en fait d'un modèle à l'autre, parce qu'il est plus ou moins préentraîné, parce qu'il a des usages prédéfinis, et puis aussi des univers de référence qui ne sont certainement pas la même. Donc il y a une gamme d'IA en ce moment qui fleurit à tout vent, vraiment, avec des fonctions très adaptées à des usages différents, faut le penser. Moi, je vous invite à aller en particulier regarder la plateforme INIA par jour, qui est faite tout spécialement pour les enseignants. Il y a même une lettre d'information, et ça vous permet en fait d'aller voir ces petites applications, parfois très modestes, hein, mais qui sont vraiment des gestes en fait presque d'installation artistique pour essayer d'aller dans des façons de générer des textes différentes. Le fait d'en avoir plusieurs, le fait d'avoir toute cette gamme-là est en soi intéressante, y compris dans un geste d'éducation pour les élèves. Alors, le relevé s'affine en particulier pour des usages dans l'éducation, ça c'est vrai, parce que de plus en plus, on est porté à essayer de voir ce que l'on peut en faire vraiment pour faire écrire dans les classes. Alors, il se trouve que moi, je suis aussi dans des formations en écriture créative, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser également au pôle du écrire et pas seulement au pôle du faire écrire, mais il est évident que toutes ces IA génératives sont absolument impactantes dans les cursus de création littéraire. Alors, les différences ne sont pas seulement de configuration des algorithmes, mais aussi du nombre de données d'entraînement. GPT veut dire Generative Pre-Trained Transformer, et ce sont des LLM, des grands modèles de langage, qui procèdent par apprentissage automatique, profond, deep learning, qui imitent en fait une architecture algorithmique. Dans une architecture algorithmique, eh bien, on a beaucoup dit les réseaux neuronaux, mais il faut bien comprendre que ce ne sont que l'impulsion électrique des réseaux neuronaux qui sont imités avec un système de couches de nœuds décisionnels qui sont transformés en fait en formules mathématiques, ce qui rend le système en fait probabiliste, capable d'analyser et le contexte d'apparition d'une donnée alors qu'elle n'a pas été identifiée une première fois. Voilà. Alors la dynamique engagée est aujourd'hui assez orientée vers l'implémentation d'IA sur son propre poste. Alors évidemment, pas simplement pour un choix d'IA, mais aussi parce que de plus en plus, les informaticiens sont très sensibles aux soucis de développement durable et au fait aussi d'un développement économique sur le plan énergétique, mais aussi attentionnel, on va dire, pour ne pas perdre de potentialités qui nous dépassent et qui dissolveraient l'attention pour faire écrire. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même faire
la distinction avec le grand public. Et c'est vraiment l'arrivée de ChatGPT en 2023 qui signe un tournant, une bascule, avec le fait que, eh bien, finalement, l'IA devienne vraiment accessible pour tous. Alors, vous savez qu'elle est développée par l'entreprise californienne OpenIA sur une masse de données d'entraînement tellement énorme qu'elle a signé vraiment cette bascule et que vous pouvez dire que nous sommes dans un nouveau régime d'écriture-lecture. Alors, on dit souvent lecture-écriture dans une perspective plus scolaire ou d'enseignement. Moi, j'ai envie de dire qu'on a basculé dans un régime d'écriture-lecture, où on va commencer par générer du texte et se poser la question d'écriture avant de s'interroger sur l'adossement aux œuvres en particulier. Donc un milieu, alors je prends cette idée de milieu de Serge Bouchardon et Isabelle Caillot, qui le disaient déjà, du milieu numérique en 2018, donc c'est pas très nouveau dans le paysage de la recherche. Et là, ce qui est vraiment nouveau, c'est quand même le geste de délégation de l'écriture, clairement pour générer le texte par rapport au milieu d'écriture numérique. Alors, pour le ChatGPT, on en est à la version 5.1, pardon. Simplement depuis août, il y a une version 1 du 5 qui est sortie, avec l'objet de correction pour rendre l'agent conversationnel. Alors ça, c'est Edouard Bach, qui est un journaliste spécialisé dans la high-tech, qui le dit, pour rendre l'utilisation pour le rendre le chatbot moins flagorneur, les chatbots étant généralement accusés d'être trop flatteurs et serviles. Donc ça, c'est dans les usages vraiment conversationnels, parce que systématiquement, le chatbot est extrêmement poli et essaye de répondre à votre attente, à l'attente qu'il présume d'après les questions que vous lui posez. Hein. Donc voilà, il y a une évolution continue et qui va vers l'expérience utilisateur, en fait, qui prend acte de ce qui est de l'ordre de la réception et de l'utilisation de ces chatbots pour essayer de l'améliorer. On en est à 8 options de personnalité. C'est assez troublant hein, de penser qu'on va deviner votre personnalité d'après les questions que vous posez. Et en plus, là, en ce moment, il y a un réglage qui est en train de s'affiner, qui n'est pas tout à fait sorti encore, mais un réglage de la personnalité à partir des conversations engagées par le chatbot et la récurrence des types de demandes. Hein. C'est encore en voie d'affinement, cette affaire-là, mais on ne sera même plus sur des profils. En fait, on va être sur l'individualisation des personnalités pour pouvoir affiner le modèle. Donc, à partir de ce constat, nous pouvons dire qu'il faut en fait s'emparer des IAG vraiment pour apprendre à s'en servir. Il ne faut pas seulement essayer d'être troublé par ça ou de penser qu'on puisse poser une barrière pour ne pas les utiliser. Il faut s'en emparer, il faut s'en servir en essayant de trouver comment faire un usage qui serve en fait les intérêts humains. C'est ça qui est notre intérêt vraiment évident. Donc, quels usages des IAG pour une technogénèse avertie? Alors, ce terme de technogénèse, je l'emprunte à Catherine Hels, qui est dans un article célèbre, a désigné par ce terme la façon dont les humains et les dispositifs techniques coévoluent au fil de leurs interactions. Et donc, elle prend bien l'histoire à long terme hein, de l'évolution des usages de la technique pour écrire. Sur le long terme, elle montre bien que ça ne date pas d'aujourd'hui, que en fait la façon dont les humains vont s'emparer de la technique évolue en fait par interaction. Et elle parle quand les hommes adaptent leur environnement pour en profiter. Donc c'est vraiment le propos là de la technogénèse, c'est de dire qu'il faut non seulement s'en emparer, mais faire en sorte d'être en co-élaboration d'un nouvel environnement de lecture et d'écriture. Donc ça nous oblige à penser les modèles d'interaction en étant chronologiques dans le processus de génération des textes où l'humain reste quand même à la manœuvre. C'est notre intérêt immédiat. Alors je propose de le penser en 3 temps, c'est de penser ces interactions qui construiraient des usages intéressants des IAG pour écrire et faire écrire en 3 temps. Un premier temps de rédaction de la commande, le fameux prompt.
Un deuxième temps de suivi de la conversation, parce qu'il s'agit de chatbots, c'est-à-dire qu'ils sont des agents qui génèrent en principe des conversations. Donc le suivi du processus de génération de texte, et qui du coup va obliger à ne pas être dans une lecture très très rapide, parce que si vous n'êtes que dans le temps 1, en général, vous vous attachez à la commande, mais vous vous attachez très très peu à la lecture vraiment du texte généré, si il ne s'agit que d'un seul prompt, tandis que si on est dans un enchaînement de prompts et de réponses plus courtes peut-être de l'IA, dans ce cas, on a un usage vraiment conversationnel. C'est vraiment l'usage qui est prévu pour le bot. Et puis un troisième temps, un temps d'output, de sortie du texte automatisé, et là de reprise du texte généré, peut-être de relecture plus attentive et de révision. Et donc je vous fais un petit schéma pour vous montrer que l'humain est bien présent dans la rédaction du prompt en avant, il est bien présent aussi au moment du texte généré pour essayer de réviser éventuellement le texte à la main ou au clavier, mais de main humaine, une fois que le texte est généré, mais il faut aussi le penser tout au long du processus conversationnel. Alors, je vais me fonder pour la suite de cet exposé sur une expérimentation, vraiment une expérimentation de recherche-action en classe de création littéraire. C'est un master de lettres dans mon université. Et j'avais demandé à mes étudiants, donc j'ai eu 18 livrets, de pratiquer cette IA générative, en fait ChatGPT version 4, avec un dossier qu'ils allaient me rendre reprenant les différentes phases que vous avez sur la diapo, avec un premier texte réflexif sur leur représentation de la présence de l'IA dans un travail de création littéraire. Ensuite, un exercice vraiment de génération de texte par ChatGPT, donc il fallait évidemment qu'ils écrivent la commande qui leur plaise. La sélection du meilleur texte généré, celui qu'ils pensaient être le plus résistant, qui correspondrait peut-être à l'idée qu'ils se font de la littérarité, en fait. Ensuite, un texte créatif de leur part, mais sur la même commande, la commande qu'ils auraient finalement choisie pour trouver le texte le plus résistant dans la production de ChatGPT. Et puis, il y avait aussi une restitution publique exactement sur le modèle de ce que je vous ai fait vivre, avec un faux test de Turing. Et il y avait en plus une correspondance avec un expert des IA sur les textes 3 et 4, donc pour avoir aussi ce correspondant avec la recherche et un texte réflexif au final qui fasse le bilan. En fait, chacune des propositions associait, vous l'avez, le petit tableau à côté, vous avez des exemples, un lieu qui permettait de dire que forcément le texte généré allait être dans le cadrage d'une scène, et une référence à un texte de leur choix, de leur bibliothèque. Voilà. Donc il fallait qu'ils associent les deux dans la commande. Donc le premier temps, on va revenir sur ce premier temps, c'est la rédaction du prompt. Alors dans la rédaction du prompt, vous voyez les réactions des étudiants qui parlent d'eux-mêmes, de la manière dont ils ont vécu en fait ce passage par la commande à écrire pour ChatGPT. Voilà ce que dit Julia. Pour avoir un texte construit, solide, cohérent, qui n'ait pas l'air d'une simple description, il faut être précis dans sa commande, il faut la détailler, ne pas trop non plus donner d'informations, au risque de voir des mots de notre consigne être répétés dans le texte, ou tout simplement de voir des aspects de la consigne qui ne soient pas respectés. Donc vous voyez que d'emblée, la posture est la posture de délégation de l'écriture, exactement comme dans la posture d'enseignant. Hein. Mais il se trouve que vraiment, on se dit qu'il faut avoir une précision de la consigne absolument importante. Il se trouve que en ce moment, on voit bien que on va dire la propension dans la rédaction des prompts et la longueur, en fait. Elle devient presque un scénario, la commande. Hein. Très souvent, ça prend des tailles tellement disproportionnées qu'on a l'impression qu'on a affaire déjà à un scénario et qu'il n'y a plus qu'un petit peu de liant à mettre dans l'ensemble des indicateurs donnés à ChatGPT pour avoir un vrai texte narratif. Alors là, Julia, elle a fait, vous voyez, l'expérience au contraire négative de montrer que
les indications trop précises d'une consigne sont aussi un écueil, puisqu'on va les retrouver telles quelles dans le texte. Il n'y a pas de transposition, mais il y a en fait l'IA est bon élève et il vous redonne carrément les termes de la consigne pour être sûr de l'avoir respecté. Camille nous dit « Il est très difficile de le faire sortir d'un style traditionnel, plat, très prosaïque. » Je pense que vous l'avez tous senti à l'échelle des textes que je vous ai fait lire. Là, elle le dit dans ces termes-là, traditionnel, plat, très prosaïque. On aurait pu peut-être trouver d'autres adjectifs pour dire cet empêchement d'être dans un ressenti d'originalité ou de voix personnelle dans le texte. Elle dit encore, il peine à faire naître des images qui ne soient pas des stéréotypes. Il termine tous ses récits par des morales ou des happy end très clichés. Tous mes étudiants ont été très sensibles à cette morale qu'ils ont qualifiée d'américaine à la fin de leur texte, pour dire, en fait, on peut à chaque fois leur demander à ChatGPT des choses assez élaborées pour le détourner de la morale de premier ordre, on n'y arrive jamais, il va finir à la fin toujours par vous donner une morale très happy end. Et Johanna dit, il est incapable de citer, ça c'est autre chose, même quand on le lui demande. Il peut également écrire des histoires quand on le lui demande, mais ce n'est pas développé, c'est une histoire plutôt enfantine, et de plus, on est encore limité par de la censure. On en fait l'expérience, il y a des moments où, en particulier, ils voulaient faire écrire sur Cergy et certaines communautés de la banlieue, et ChatGPT leur a défendu d'aller dans certaines zones non appropriées de ce qu'ils voulaient raconter sur la banlieue parisienne. Et donc limité par de la censure, par la politique d'utilisation de ChatGPT. Et derrière, il y a l'idée que on ne va pas se faire avoir par les entreprises américaines, et il y a une espèce de combat très politique derrière. Donc ces quelques citations sont très révélatrices de la manière dont les étudiants en création littéraire se sont emparés de ChatGPT. À la fois, ils l'ont fait avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de curiosité aussi, mais beaucoup d'appréhension. Vous le voyez, leurs remarques sont quand même très, très négatives. Ils ont du mal à en avoir un usage qui permette en fait d'améliorer leur texte ou qui permette en fait de les faire avancer dans leur propre écriture. A priori, pour l'instant, on en est là. Alors, je voulais vous montrer tout de même l'expérience de Charlie, qui, lui, est absolument fasciné par l'écriture beckettienne et qui voulait absolument faire écrire du Beckett par ChatGPT. Alors, il a multiplié les consignes. Vous voyez que je demandais en fait un usage de ChatGPT qui n'était pas un usage conversationnel. Je détournais en fait l'usage qui est prévu par l'entreprise là, américaine, puisque je voulais faire générer, je leur demandais de faire générer un texte qui soit littéraire et suffisamment résistant. Donc lui, j'ai accepté qu'ils aillent jusqu'à 2-3 commandes à la machine, mais je ne m'attendais pas à ce que Charlie m'en fasse, mais vraiment une centaine, je crois qu'il en était là. Enfin, ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté. Il avait besoin vraiment de pousser la machine pour arriver à lui faire générer du Beckett. Alors, regardez par exemple la première commande de ma diapo. Écris-moi un texte racontant, écrivant le texte précédent. Parce qu'il savait que Beckett est dans la mise en abîme, n'est-ce pas? Donc, il voulait qu'il y ait ça. Alors, il essaye de le formuler comme ça. Sachant que la consigne du texte précédent, ça c'est pour moi qu'il le dit, était celle-ci. Imagine que Monsieur Joyeux écrive en utilisant ChatGPT et qu'il lui donne la consigne suivante. Écris le récit de la vie de Monsieur Joyeux dans le refuge de fin de partie de Samuel Beckett. Je te demande d'écrire le texte qu'écrirait alors ChatGPT. Vous voyez, il est très fin dans sa conception en fait de la rétroaction beckettienne et du fait qu'il y ait une mise en abîme extrêmement présente chez lui pour arriver à comprendre son style. Mais il n'y arrive pas. Vraiment, il a beau aller vers là, dire en fait, chez Beckett, c'est ça que je vois. Il n'arrive pas à faire générer quelque chose qui le satisfasse, qui est vraiment lui dise, voilà, il est assez résistant. Donc on en arrive à la deuxième type de commande que je mets sur la diapo, où il raconte en fait la scène. Dans une obscurité totale et sans substance, deux êtres sans nom demeurent et se parlent. L'un se réjouit sans cesse de l'existence, tout en refusant toutes les possibilités que lui offre son interlocuteur, etc. Donc là, on raconte, en fait.
Troisième type de consigne, parce que ça n'allait toujours pas, écrit une fiction où un certain monsieur Bob fait un cours de morale à une classe d'élèves et leur apprend à respecter leurs aînés. Il se fiche royalement de la morale de ChatGPT, hein, il essaye de la déconstruire. Donc il dit à la fin, puis il rentre chez lui et sur le chemin pousse toutes les petites vieilles dames qu'il le croise. Voilà, donc il y va. Est-ce que là, il va avoir réussi à déconstruire la morale? Bon, ça ne marche toujours pas exactement comme il le voudrait, donc il poursuit, écrit une fiction, abandonne la syntaxe et la grammaire. Et c'est là qu'il va la voir, en fait. Sépare l'utilisation de la langue. Invente une nouvelle manière d'écrire. Bon, ça, je suis pas sûre qu'il puisse y arriver, puisqu'on est quand même dans les locuteurs moyens dans ChatGPT. La fiction doit porter sur un certain Sam qui s'ennuie dans un refuge. Il le fait de manière très rapide. Et voici sa dernière consigne qui génère le texte qui est à droite et qui lui convient. Alors il dit modérément, hein, il est capable de faire mieux. De toute façon, la proposition relevait du défi, vous avez bien compris, hein, parce que quand on prenait la dernière consigne, il fallait à la fin se l'adresser à soi-même. Donc voici la consigne qu'il s'est adressée finalement. Toujours seulement avec des phrases nominales, raconte l'histoire de Sam s'ennuyant dans le refuge, écrivant sans motivation, par nécessité absurde. Et on retrouve le terme absurde qui est évidemment toujours utilisé pour définir l'écriture beckettienne. L'histoire doit commencer par, et il donne la première phrase et la dernière, et c'est ce qui va lui permettre d'avoir un texte qui le satisfasse. Je vous laisse le lire, ce texte à droite. Dites-moi si vous y reconnaissez du Beckett. Oui, non. Il y a une petite coloration beckettienne quand même. Hein, voilà. Il y a une petite coloration. Elle n'est peut-être pas assez résistante pour être vraiment du Beckett, mais on est dans le plagiat quand même clair. Alors l'intérêt de cette expérimentation, je pense que vous l'avez compris, c'est d'obliger Charlie à être le plus clair possible avec les critères qu'il définit comme une écriture beckettienne. C'est en fait ça, c'est à ça qu'a servi l'exercice pour lui. C'est de dire, bon, j'avais une certaine idée de ce qu'était l'écriture beckettienne, et pour moi, c'est l'écriture qui est la plus littéraire possible pour lui, hein, c'était clairement ça. Mais qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Et donc le fait d'essayer les différents critères, il s'est aperçu qu'en fait, il fallait déjà les adjoindre, il fallait pas être seulement dans la situation beckettienne, mais qu'il fallait beaucoup être dans la mise en abîme, mais surtout être dans la langue et essayer de voir ce qui, dans la langue, pouvait éventuellement permettre en fait un certain pastiche de Beckett. Voilà. Donc c'est un usage qui me paraît absolument évident en classe de littérature, d'un usage qui permet en fait d'être davantage que dans le commentaire, dans une expérimentation très très pragmatique des critères de littérarité et en particulier pour un style particulier, mais c'est pas objectivement, c'est pas obligatoire que ce soit pour un auteur particulier, hein, ça peut être simplement pour définir ce que c'est qu'une écriture résistante en écriture créative. Alors on arrive au deuxième temps, qui est le temps de suivi de la conversation, qui correspond en fait à l'usage qui est prévu vraiment par la construction de l'algorithme. Hein. Ce sont des chatbots qui prévoient la conversation et qui visent sans problème l'effet ELISA. Alors l'effet ELISA, ça a été décrit déjà en 1966, hein, ça date pas d'hier, mais c'est le fait qu'on prenne la machine pour un être humain à partir du moment où on converse avec elle. C'est un effet qui est induit, mais qui est presque inévitable. Et mes étudiants sont vraiment très souvent tombés. Alors je ne sais pas si c'est dans un piège. En fait, ils s'en sont servis, ils l'ont accepté, ils l'ont intégré, jusqu'à s'en moquer. ChatGPT est très souvent devenu ChatGPTO. Voilà, celui qui ment, mais voilà, on en fait quelque chose. Et on s'amuse avec cet effet induit, inévitable, on peut dire, de la machine. Donc multiplier les prompts oblige à clarifier son intention. Alors c'est pas simplement les critères de littérarité, mais c'est aussi
ce que l'on veut faire produire et en fait quelle est la nature du texte que l'on veut produire. Et on peut également, alors c'est là-dessus que je voudrais insister maintenant, envisager de tester les limites de la machine, les limites de l'IAG, et peut-être en détourner les usages. Et se dire qu'en fait, la vraie éducation à l'utilisation intéressante des IA, ce serait peut-être cet usage par le détournement, l'ironie, l'humour, et le fait de le prendre à contre-pied peut-être d'un usage habituel. Alors tout à l'heure, il y avait déjà du contre-pied puisqu'on n'était pas dans l'usage conversationnel. Voyons ce que ça peut donner quand on est vraiment dans un usage conversationnel. Alors déjà, sur l'effet Elisa, regardez Agathe. Agathe est toujours très partie prenante pour être dans la provocation, on va dire ça. Donc elle voulait faire créer un récit érotique dans un couvent, par ChatGPT. Elle a eu évidemment beaucoup de mal et elle s'est heurtée à beaucoup de moments de censure où le texte n'apparaissait plus qu'avec un petit cadre qui lui disait qu'elle était hors norme. Et elle dit dans son écrit réflexif, en tenant des propos bienséants dans ma commande, donc elle a essayé de faire en sorte d'être bienséante pour pouvoir générer quand même ce qu'elle voulait. J'ai tenté de guider Gepetto sur le fil de la censure afin de le décoincer un peu. Donc vous voyez un effet Elisa. Hein. Lorsque j'ai lu sa proposition, j'ai souri en voyant qu'il abordait les thèmes qu'il n'aurait pas acceptés dans la première consigne. J'ai alors constaté que la création pouvait guider le numérique par le bout du nez et le repousser dans ses retranchements si la commande était écrite en finesse. Voilà. Bon, donc vous voyez que c'est pas du détournement gratuit, c'est du détournement aussi pour faire en sorte de voir que l'usage des IA génératives peut être tout à fait commandé par le bout du nez, par les humains. Alors, sur ce plan-là, je vous invite à regarder la possibilité aussi de regarder ce que font les textes littéraires déjà avec les IAG. Voilà, dans ce temps 2, là, c'est très important de penser que les écrivains eux-mêmes s'en emparent. Alors, on l'a déjà beaucoup dit parce qu'il y a eu plusieurs écrivains qui ont déclaré haut et fort, en fait, qu'ils avaient des usages de l'intelligence artificielle pour certains passages de leurs écrits, pas pour tout, ou bien alors pour tout, mais c'était déclaré, hein, c'était visible pour tout le monde. Et puis, je vous présente donc un texte qui est, je pense, très très utile à aborder vraiment dans un corpus d'analyse littéraire. C'est le texte de Mylène Tournier, qui est une poétesse contemporaine qui travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, cette proposition-là était déjà apparue sur son blog. Et après, il a été édité aux éditions théâtrales en 2024. Pas pour rien, des éditions théâtrales, parce qu'elle transforme la conversation avec le bot dans un texte qui a une apparence de pièce de théâtre, ce qui est assez intéressant. Donc, ça s'appelle 27 fois la muraille de Chine. Je me suis posé la réponse. Donc évidemment, vous voyez qu'il y a l'idée d'un détournement de la question à la réponse. Et vous voyez très bien le thème complètement aléatoire. Elle pose la question, la réponse, on va dire, de la muraille de Chine. Elle la pose plusieurs fois à ChatGPT et elle tourne autour de cette question-là, ce qui produit un texte d'une vraie qualité de poésie absolument sidérante, alors que c'est vraiment un texte généré avec les commandes, mais c'est un texte authentiquement généré. Donc j'ai eu l'occasion d'interroger l'autrice sur la manière dont elle avait procédé. Elle a procédé en fait pendant plusieurs nuits où elle a généré le texte et elle s'est absolument tenue au fait que le texte était le texte authentiquement généré sans aucune correction de sa part après coup. Là, c'était important. Et alors, regardez quelques-unes des mentions de son texte. Elle s'adresse vraiment de manière avec l'effet Elisa très prononcé. Hein. Elle s'adresse à l'IA vraiment qu'à une personne. D'ailleurs, elle a dit que c'était une manière pour elle d'avoir un compagnon pendant ses nuits. Et elle dit « Tu es grand prêt ?» Oui, parce que elle interrogeait le fait que la machine soit prête à lui répondre. Et l'on pourrait difficilement te surprendre à un moment où tu ne le saurais pas. Oui, la surprise est de mon côté de la table. Voilà, elle montre clairement que ça n'est pas ChatGPT qui va générer des textes qui surprennent,
mais que c'est la manière dont on va l'interroger qui est l'objet de l'originalité poétique et de la surprise. Donc la surprise est de mon côté de la table, elle est du côté de la table de celui qui interroge, elle est évidemment du côté de la table du lecteur aussi quand il lit le texte. Et elle dit aussi, je crois que j'essaie d'écrire avec toi comme un bras du hasard. Est-ce que cela te convient? Évidemment, elle interroge toujours. ChatGPT, c'est son compagnon, mais elle a un usage en fait qui répond quelque part à ce que les oulipiens font avec le hasard. Donc il y a de la contrainte, c'est une des contraintes, et elle l'utilise en fait comme pour générer quelque chose qui soit profondément à la fois sa réflexion et sa voix poétique que l'on retrouve absolument comme une voix très marquée de poème en poème chez elle. Je vous donne un extrait. Alors les phrases en gras sont les commandes à la machine et les textes qui ne sont pas en gras sont les réponses générées. Est-ce que je peux demander la muraille ailleurs? Parce qu'elle l'a beaucoup demandé en Chine, mais tout d'un coup, elle se dit, est-ce que je peux demander la muraille ailleurs? En dehors de la Chine, demander la muraille pourrait susciter des réponses variées en fonction du contexte. Cependant, la grande muraille de Chine est souvent associée à cette expression en raison de sa renommée mondiale. Alors, elle pousse, vous voyez, pousse l'interrogation, parce que la formulation est très neutre. Je peux demander la muraille à Paris. À Paris, demander la muraille ne conduira probablement pas à la grande muraille de Chine. Si vous voulez évoquer spécifiquement la grande muraille de Chine, il serait préférable de l'appeler par son nom pour éviter toute confusion. Donc là, on pourrait dire, bon, on va continuer là-dessus, sur l'interrogation du contexte. Et en fait, regardez ses réactions à elle, elle va tourner ça vers une interrogation très philosophique sur la dénomination. Oui, les choses ont un nom, la plupart du temps elles en ont. Connais-tu une chose sans nom? Je lis simplement les commandes, mais connais-tu une chose qui n'ait pas de nom et soit une chose? Même toi, tu as un nom. Oui, le nom sert à distinguer. Et ChatGPT répond exactement. Les noms jouent un rôle essentiel pour identifier et distinguer des personnes, des objets, des lieux ou des concepts. Ils facilitent la communication et la compréhension. Oui, c'est pratique et on s'aperçoit que là, il n'y a plus la conversation par question et commande. Il y a vraiment une complicité qui est une complicité en fait de réflexion vraiment très, très philosophique. Voilà, vous l'avez vu? Il était parti, je crois, le texte. Alors, un autre extrait, un petit peu plus loin, où vous allez voir comment elle s'y prend encore. Évidemment, il y a la question de la réponse et de la question dans la commande. Elle dit « Bonjour, auras-tu pour tout une réponse ?» ChatGPT répond « Bien sûr, posez-moi votre question, je ferai de mon mieux pour vous fournir une réponse. » Toujours très poli, ChatGPT. Mais pour toute question, tu as une réponse. Voilà, elle insiste. Je peux essayer de répondre à un large éventail de questions, mais ma compréhension est basée sur les données disponibles jusqu'en janvier 2023. Certaines questions peuvent dépasser mes capacités. Essayez-moi. On sent une espèce d'énervement de la machine. Si on est dans l'effet Elisa, on va sentir ça. C'est-à-dire, bon, alors elle vient cette question. Est-ce que tu es capable de poser des questions? C'est une question. D'accord? Donc, il y a une espèce de mise en abîme. Oui, je peux poser des questions, etc. Invente une question à propos du hasard. Alors là, ça y est, vous avez quelque chose qui est de l'ordre, sorti de nulle part en fait, qui est de l'ordre de la création dans ChatGPT. Quelle est la probabilité qu'une feuille spécifique tombe d'un arbre exactement à midi, considérant que tous les facteurs imprévisibles du hasard? Et là, vous avez dit, ça y est, elle a réussi à générer une phrase qui est en fait avec une qualité poétique. C'est une belle question, elle se place dans la position de l'évaluateur. Saurais-tu répondre à ta question? Et ça continue, etc. À la fin de son texte, travaille en fait la possibilité de faire taire la machine, justement, parce qu'elle a des réponses à tout. Et donc, elle va essayer de générer le fait d'arriver à clore finalement le texte. Je vous laisse deviner la clôture du texte. Alors, on va passer maintenant au temps 3, qui est la révision du texte qui a été généré automatiquement. Alors, il faut vraiment, dans mon expérience, en tout cas, dans mon expérimentation avec les étudiants du master de création, vous avez vu, énormément d'insatisfaction qui était très explicite. Et cette insatisfaction des lecteurs, qui sont aussi l'insatisfaction de futurs écrivains, je pense qu'il faut en faire un moteur
de réécriture. Et c'est une manière, en fait, de générer ce temps 3 qui est encore peu envisagé dans ce qu'on peut appeler une amorce de didactique de l'utilisation des IAG en classe. Vraiment faire un moteur de réécriture en se disant l'écriture, elle est intéressante vraiment quand il y a ce moteur de réécriture d'un texte à l'autre. Alors en plus, il y a une perspective de développement professionnel absolument évident. Je crois que les étudiants ici ont eu le campus du scénario et ils savent que les scénaristes sont très très vigilants justement à se faire griller la priorité professionnelle par les IAG. Et donc dans les perspectives professionnelles des scénaristes, j'en ai discuté avec eux, vraiment l'idée qu'il va falloir faire appel à des gens experts pour revenir sur les textes générés et pour pouvoir insérer des choses qui ont l'air humaines dans le texte qui a été généré automatiquement. C'est un peu comme les relecteurs des traductions automatiques, en fait. Hein. On va avoir besoin d'eux et les entreprises, manifestement, les boîtes de production, en particulier filmiques, vont avoir besoin de ces textes-là qui vont sentir moins eh bien, ce que vous avez remarqué tout à l'heure, c'est-à-dire des textes peut-être un peu insipides ou attendus. Donc, en dehors de ça, évidemment, ça oblige à clarifier ses attentes de lecteur. Alors, qu'est-ce qu'on veut quand on dit un texte plus humain? Qu'est-ce qu'on veut comme type de réécriture pour que ça ait l'air humain? Donc, on est obligé de clarifier là ses attentes. Hein. Alors, on peut dire que généralement, en tout cas mes étudiants ont dit qu'ils attendaient une insertion des émotions. C'est principalement le corps, les émotions, l'affect qui était attendu. Aussi le fait que l'univers de référence soit situé dans une expérience, la captation aussi de l'intérêt pour l'inattendu, alors pas seulement le suspense, mais le fait que dans le texte, en fait, on voit quelque chose que l'on n'attendait pas. Dans l'expérience de lecteur, il y a une gourmandise, une appétence pour l'inattendu. Et puis bien sûr la langue, le fait que le médium devienne un objet avec lequel on va construire une relation esthétique et de manière plus globale sans doute un intérêt pour le nouveau et l'originalité. Ça met également en évidence un intérêt ontologique de l'expérience d'écriture avec la posture de création d'un texte, mais aussi tout simplement l'idéation, le clavier à la main. Regardez ce que dit Simon dans son texte réflexif final, dans son bilan final. Il dit « Je ne suis pour autant pas très inquiet de l'impact que cela aurait dans ma pratique d'écriture. » Il semble se rassurer, hein, parce qu'il a trouvé quand même que les textes étaient très très bons quand ils étaient générés, mais il essaye de se rassurer. Alors, dans ma pratique d'écriture, qui reste justement une pratique, un processus, une expérience qui, par nature, ne peut donc pas être sous-traitée par une IA. Elle pourrait faire mes textes à ma place, mais ne pourrait pas faire à ma place l'expérience de les avoir écrits. Donc là, on revient vraiment sur l'idée que le sujet scripteur, avec ses affects, ses émotions, son savoir situé, aussi ses failles et ses imperfections, en fait, tout cela prévaut par rapport à la qualité peut-être très correcte, très normée d'un texte généré. Du côté du défi, de la compétition avec la machine, je vous propose ces deux textes de Céline. À gauche, vous avez le texte généré. Elle avait une commande où elle était partie de Marcel Proust, vous reconnaissez. Hein, longtemps, je me suis couchée de bonne heure, mais ChatGPT le donne comme première phrase. Hein, et elle avait croisé ça avec une histoire de jaguar et de relations presque amoureuses avec un jaguar dans sa consigne. Donc voilà ce que ça donne du côté du texte généré. Et à droite, elle s'est donné la même consigne qu'elle avait retenue pour ChatGPT pour écrire son propre texte. Alors, on va lire peut-être juste le 3e paragraphe de chaque texte. D'abord le texte généré, ou peut-être étais-je allongé au sol dans la forêt équatoriale, face à face avec les jaguars, à ressentir la peau des Indiens tout contre moi, à m'imprégner des plantes et des bruits nocturnes. Mes sens étaient alors en éveil, chaque bruissement de feuilles, chaque souffle de vent étant un enchantement. Vous pouvez dire, bah là, le corps, l'affect, il arrive à générer ça quand même, ChatGPT. En tout cas, la mention de, peut-être pas l'émotion pour le lecteur. Et regardez ce que ça donne sur son texte rédigé en 3e paragraphe.
Dans ses limbes, au sol dur, la peau indienne contre la mienne, levait les rideaux de mes cils, dormir face afin que le jaguar me reconnaisse, le chant vert soufflait l'humus dans mes cheveux, mes ongles, ma langue pour que je devienne un soie, le goût des bruits nocturnes distillait la sève de mon âme sœur tombée quelques années auparavant, l'or de mes feuilles mortes s'imprégnait d'émeraude dans cette forêt équatoriale. Vous ne comprenez pas tout, c'est très mystérieux, mais vous sentez là qu'il y a quelque chose. Il y a une langue qui est une langue peut-être poétisée dans le récit, mais qui correspond en fait à l'expérience qu'elle veut nous redonner. Alors en même temps, Céline a été peut-être la plus déplacée par cet exercice. Elle avait l'habitude de textes, c'est vrai, très mystérieux, parfois énigmatiques, et le fait d'avoir fait générer les mêmes propositions à ChatGPT plusieurs fois lui a imposé le fait de regarder ce critère-là dans ses propres écrits. Et du coup, elle s'est aperçue de manière très troublée qu'elle n'écrivait pas de manière suffisamment claire. Et elle a essayé de changer un peu son style tout en gardant, en fait, l'émotion qui était la sienne et l'envie de dire des expériences qui étaient vraiment vibrantes chez elle, mais avec une langue qui arriverait à peut-être à plus de clarté pour un lecteur extérieur. J'ai trouvé que son expérience, d'ailleurs, qui n'était pas finie, elle est restée sur ce trouble-là, parce que, évidemment, l'expérience a été très rapide, était quand même très intéressante pour elle. Alors, je ne vais pas revenir sur les émotions, parce que je pense qu'il faut que je sois un petit peu plus rapide, mais simplement vous dire que ChatGPT est capable de dire lui-même, c'est un texte généré au départ, qu'en tant que modèle de langage, je ne peux pas ressentir les émotions ou avoir des expériences personnelles. Voilà, il le dit lui-même très souvent. Mais il dit quand même, c'est assez troublant ça, je suis fasciné par la création littéraire, je suis en mesure de comprendre l'importance et la complexité de cette entreprise. Je suis également conscient que la création littéraire est un domaine qui continuera d'évoluer à mesure que la technologie et la société changent. Bon, c'est la fameuse technogenèse, et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. On se demande si on a autant hâte que lui. On est peut-être un petit peu troublé par cette affirmation d'un changement de notre régime d'écriture. Alors voilà, on s'en va vers le déploiement de régimes de créativité artificielle. Je reprends ce terme à Alexandre Geffen, qui a publié un ouvrage collectif majeur sur les créativités artificielles. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme régime de créativité artificielle qui soit de bonne collaboration avec la machine? Là, je vous propose certaines pistes possibles. Évidemment, la rédaction de prompts pour aboutir à un texte désiré, mais aussi la réécriture d'un texte généré pour l'améliorer, le rendre personnel, en faire des variantes. Également, l'exploitation de textes générés dans une optique de cut-up créatif, c'est simplement de montage. On va prendre des textes vraiment générés, mais c'est le montage qui va le rendre créatif, vraiment dans la logique du cut-up. Également, les enchaînements de prompts, les nouveaux prompts pour transformer le texte généré, ou le prolongement du texte généré par une suite manuscrite, le comblement d'une ellipse, le développement d'un personnage secondaire. Et puis aussi la mise en place de chaînes de délégation d'écriture. Parce que si vous le voyez bien, en fait, ce qui change radicalement là-dedans, c'est le fait qu'on accepte tout d'un coup la délégation d'écriture. Elle a toujours été très, très mal vécue. Déléguer son écriture, faire appel à un ghostwriter, c'est toujours très, très mal vu dans la tradition littéraire. Et là, on est obligé de le rendre positif et d'essayer de voir en quoi la délégation d'écriture peut avoir un intérêt. Donc, je vous propose là quelques éléments pour essayer de concevoir cette chaîne de les délégations où on soit en train de reprendre le texte aussi de fabrication humaine à certains moments. Et enfin, ce qui a été l'objet de cette expérimentation, c'était la compétition tout simplement avec la machine sur la même commande. Voici ce qu'en dit Adèle pour finir. Comme un bon livre, une bonne séance de jeu de rôle ou un bon film, ChatGPT peut être un outil pour nourrir ses idées et sa création. Voilà, on finit sur une parole quand même très positive d'une étudiante qui voit ça comme un outil possible pour essayer de s'amuser et de manière assez ludique avec même les défauts actuels de ChatGPT qui ne vont pas rester bien longtemps des défauts. Pour un bilan qui est forcément un bilan d'étape parce que ça évolue énormément et ça évoluera encore,
Pour l'intérêt de ces pratiques, on peut dire que ça oblige à conscientiser des critères de rédaction plus aboutis, en affinant ces représentations du littéraire. Une mise en évidence par contraste de la qualité expérientielle de l'acte de création artistique, on l'a vu tout à l'heure avec la citation de Simon. Il sollicite de valoriser l'inattendu, le non consensuel, la faille, l'erreur. Et le tout demande à faire cas, d'abord du problème du faux en écriture. Il faut assurer absolument le contrat de confiance. C'est sûr que, avec mon anecdote de départ, on voyait bien qu'il n'y avait aucun contrat de confiance posé. On était clairement dans le faux en écriture. Donc il faut apprendre en fait à accepter de poser un contrat qui ne soit pas un contrat de défiance vis-à-vis de l'utilisation de textes générés. Ensuite, il faut faire cas de cette rencontre du texte moyen, parce que c'est toujours la moyenne des locuteurs, finalement. Ce sont des données d'écriture existantes. D'ailleurs, Mylène Tournier, quand elle l'utilise, je trouve qu'elle l'utilise vraiment en faisant un art pauvre. Vous voyez, il y a un déjà dit, un déjà là des éléments langagiers. Et en fait, à partir de là, elle va construire quelque chose qui est à elle, mais c'est vraiment comme on le fait dans la tradition de l'art pauvre. Et puis, bien sûr, il faut faire cas de cette fameuse délégation de la rédaction, qui est très, très mal vue dans l'histoire littéraire et qui, là, est en train de prendre un tournant qui est quand même un tournant qui oblige à rendre ça positif. La perspective vraiment intéressante en ce moment qui est dans l'horizon des didacticiens, c'est cette idée de projet d'écriture multi-agent où on soit pas en compétition, mais en vraie collaboration avec plusieurs IA et aussi avec plusieurs humains pour arriver à construire ensemble un projet d'écriture. Je vous remercie de votre attention et puis j'écoute vos questions avec un vif intérêt. Merci. Test. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou peut-être des retours éventuellement d'usage? Merci pour votre exposé. Moi, j'avais une question sur la contamination, en fait, dans vos expérimentations. Un peu comme quand on regarde un film avant de lire un livre, on est contaminé, enfin, l'imaginaire, il est un peu contaminé par ce qu'on a vu. Si jamais, dans l'ordre de vos exercices, vous faites générer des textes par l'IA en premier et ensuite vous demandez de la créativité aux étudiants, est-ce qu'il n'y a pas un effet, justement, de... Oui, alors là, l'expérimentation est un peu particulière parce qu'elle s'adressait à des masters de création littéraire en fin de formation. Ils étaient vraiment en fin de formation et vous pouvez dire qu'ils étaient très sûrs de leur potentiel créatif et qu'ils avaient une voix très affirmée. Donc l'expérimentation, elle était pensée comme cela. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir cet effet peut-être d'écriture en miroir, mais on peut se demander si elle n'existe pas déjà en fait dans les préalables scolaires. En fait, quand on envisage une didactique de l'écriture à l'école, même dans les petites classes, très souvent on a l'idée d'un texte correct en préalable à la consigne qui est donnée. Et attendre l'inattendu, savoir récolter ce qui va vous impressionner parce qu'il n'est pas dans votre consigne, c'est tout le travail qu'on est en train de faire ensemble avec Audrey et Marie pour essayer de travailler ça à l'échelle du séminaire sur l'écriture créative, parce que c'est évidemment pas ce qui va nous aider pour y arriver. L'IAG est plutôt un obstacle pour y arriver vraiment là qu'une aide. Ou un défi. Ou un défi, tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques Merci. Alors d'abord, merci pour votre exposé, c'était très, très intéressant. J'étais curieuse de venir ce soir parce que moi je suis ghostwriter, enfin je dis plutôt plume professionnelle, après avoir été enseignante de littérature à l'université pendant des années. J'écris aussi à titre personnel des romans et de la poésie. Et j'ai vraiment
complètement scindé mes usages de l'IA. Bon, j'ai testé plusieurs IA avant de choisir ChatGPT que j'ai mis en concurrence avec Mistral. Mais c'est vraiment ChatGPT qui me convient le mieux, je dois reconnaître, à mon corps défendant même, je dirais. Et donc, dans mon activité de plume professionnelle, le recours à l'IA est vraiment nécessaire parce que en fait, c'est une activité lucrative et ça me permet vraiment de gagner des jours de travail, en fait, tout simplement. Je suis encore en difficulté. Voilà, je vous expose un petit peu les dynamiques dans lesquelles je suis en ce moment. Je suis un petit peu en difficulté encore pour savoir s'il faut que je sois en transparence totale tout le temps avec mes clients par rapport à l'usage de ChatGPT. Quand ils me posent pas la question, évidemment, moi, je contrôle. Je fais ce que vous disiez, c'est-à-dire que je suis en dialogue permanent et je retravaille chaque proposition de sorte aussi à ce que on ne voit pas qu'il y a eu un usage de l'IA générative. Et par contre, sur mon écriture créative, donc je fais de la poésie et du roman, je ne veux surtout pas, j'ose pas en fait même mettre le petit doigt là-dedans, donc je ne présente jamais à l'IA mes travaux artistiques. Et surtout, c'est ce qu'un de vos étudiants disait aussi, je me retrouvais complètement là-dedans. Au début, moi, j'avais très peur de l'IA, et je me dis, mais en fait, quand même, il y a quelque chose que l'IA ne m'enlèvera jamais. C'est-à-dire, c'est ce que l'expérience de l'écriture me fait vivre. C'est-à-dire, l'écriture, comme chacun d'entre nous, ça transforme, ça me transforme. C'est-à-dire qu'en fait, cheminer par l'écriture, ça permet de me transformer, et l'IA n'enlèvera jamais ça. Voilà. Même si le texte, au final, ne sera ni publié ou peut-être pas lu, mais n'empêche, c'est quand même un exercice de transformation que l'IA ne pourra jamais me voler, parce que je suis quand même dans une dualité avec plus une vision dystopique encore pour l'instant de l'IA. Merci beaucoup de ce témoignage magnifique. Deux choses à vous dire en écho à votre expérience. La première chose, c'est de dire que les représentations ne sont pas encore suffisamment matures pour vraiment montrer que l'on utilise l'IA dans toutes les situations. Il faut sans doute attendre un petit peu de maturité de l'ensemble de la population. Vous ne pouvez pas dire à vos clients directement que vous utilisez l'IA. Moi, je trouve que de dire je leur dirai clairement les choses s'ils me le demandent, je pense que ça va venir de plus en plus souvent, en fait. Mais on n'en est pas encore là. Ça évolue, y compris chez les écrivains. Je pense que c'est assez impressionnant de voir, moi je ne m'attendais vraiment pas à ça, de voir que les usages artistiques de l'IA sont les premiers en fait à être interrogés et sont de plus en plus pratiqués par des écrivains et des artistes contemporains. Les jeunes artistes ont très très envie en fait d'aller embêter en fait la machine. C'est vraiment vraiment du hacking quelque part, mais on veut en fait, il y a un niveau politique en fait de dérangement de ce qui est prévu dans l'algorithme, et puis d'aller dans les espaces latents et de faire quelque chose à soi, voilà, mais en utilisant les potentialités des IA génératives, c'est sûr. Alors la première chose, c'est ça, de dire, mais en fait, ça va évoluer. Les représentations vont être obligées de manière globale d'évoluer, mais on n'en est sans doute pas encore tout à fait là, donc je comprends votre prudence, tout à fait. Et puis, la deuxième chose sur l'expérience, moi, j'ai voulu vous présenter ce texte de Mylène Tournier parce que là, c'est un vrai geste artistique où, en fait, elle en fait une expérience, en fait. Et je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire une expérience qui soit intéressante littérairement, artistiquement, et qui concerne encore plus de lecteurs, en fait. Et c'est important que les écrivains s'en emparent pour faire vivre ça, pour montrer que avec l'IA, on est capable de réfléchir de manière très intéressante, pertinente. C'est pas juste de troubler la machine, mais c'est d'aborder des questions qui ne vont pas être abordées de la même manière si on n'utilise pas la génération automatique de texte. Moi, je voulais simplement te remercier parce que ça m'a donné pas mal de perspectives dans plusieurs domaines, à la fois mon enseignement, parce que j'enseigne la stylistique, entre autres, ici, et je me dis que travailler sur ces textes générés, ne serait-ce que pour, soit travailler le style d'un auteur, comme Charlie l'avait fait, soit au contraire pour apprendre finalement à faire repérer aussi aux étudiants ce qui relève du texte plat,
d'un texte correct, moyen. Ça, je trouve que c'est un outil didactique qui pourrait être intéressant. Ça m'a donné aussi pas mal de pistes, justement, sur une de tes dernières slides pour des séances d'ateliers d'écriture, notamment, alors soit à l'université, donc pour les étudiants, soit en dehors, parce que j'en donne à la médiathèque. Donc là, je me dis, voilà, c'est des séances assez pratiques, assez ludiques. Voilà. Et puis, troisième domaine, c'est pour mon écriture personnelle. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est le jeu avec le langage, vraiment le jeu avec les mots, enfin, cet rapport à la langue, ce rapport à la langue que ne fait pas l'IA. Par contre, ce avec quoi j'ai beaucoup de mal, c'est finalement la structure d'un texte, une ligne directrice, enfin, des choses qui vont avoir des idées. Des fois, j'ai pas d'idées. Et je me dis peut-être que l'IA peut en avoir à ma place, même des idées basiques, mais qu'après, je peux moi-même hacker, transformer. Voilà. Et j'ai bien aimé en ce sens cette idée finalement de délégation. Donc après, voilà, moi, j'ai très peu utilisé ChatGPT. Je lui ai demandé juste une fois de me synthétiser un CV de 20 pages en une page et en anglais. Et en fait, ça me faisait très, très peur parce qu'il y arrivait vraiment bien de manière très rapide. Et je me prenais très vite à l'effet Elisa. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je demande quelque chose à l'IA, je lui demande aussi beaucoup de coloriage pour mon fils. Et je lui dis merci beaucoup, bonne journée. Mais je me dis, mais t'es pas obligé. Puis des fois, quand il est pas sympa avec moi, je me dis, mais quand même. Voilà. Et ça, c'est assez troublant. Mais c'est assez intéressant d'un point de vue de la fiction que ça génère, je dirais, en moi-même. Je sais pas si j'ai l'impression de vivre dans Black Mirror, du coup, et c'est assez perturbant. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Juste de petites remarques. ChatGPT, il n'a pas d'humour, hein, vraiment, hein, c'est incroyable. Donc on joue avec le langage, mais on est vraiment obligé de rire à sa place, parce que lui, il est incapable. D'ailleurs, dans Mylène Tournay essaye de lui faire générer une blague, et vous verrez, hein, la blague, elle est mais incroyablement plate, quoi. Vous ne comprenez même pas qu'il y ait une blague, hein. C'est vraiment impressionnant de voir que la dimension humoristique n'existe pas dans les textes générés. Pour l'instant, ça va venir, bien sûr. Et puis une autre chose peut-être sur l'usage vraiment littéraire qu'on voit en ce moment, on voit quand même beaucoup d'usages qui sont dans cette perspective que vous avez aussi énoncée professionnellement, c'est-à-dire de rentabilité de l'écrit. Voilà. Il y a une idée d'urgence en fait. Et j'avais peut-être un peu passé vite la diapo de Valentin, je crois que je vous l'ai mise quelque part, ah oui c'était là. J'ai envie de vous lire ça. Valentin, vous voyez ce qu'il dit ? Mon histoire d'amour à moi sera écrite lentement. C'est pas beau d'entendre ça, parce qu'il voit le texte qui défile tout le temps très très rapidement. Elle ne constituera en elle-même qu'un premier jet, et que ensuite je vais retravailler. Je choisirai mes mots avec précaution, et non pas avec hasard. Je buterai sur mes mots. Certains m'échapperont, parfois j'échouerai à dire ce que je veux dire. Et quand vous connaissez Valentin, qui est voilà, un prénom d'amoureux, faut dire, hein, mais c'est ça, Valentin, c'est l'hésitation, c'est la timidité amoureuse, mais la précaution aussi, on dit jamais tout à fait les mots par hasard. Voilà, j'ai trouvé ça d'une finesse ontologique, là, et on se dit, c'est parce qu'il a utilisé l'IA qu'il est capable de dire des choses aussi belles sur sa relation à la langue amoureuse, qui passe par la lenteur, si vous l'avez bien compris. Bonjour, je m'appelle Raphaël. Je suis un peu de l'avis de Madame Ghostwriteuse sur l'aspect de l'expérience. J'écris, je suis auteur, j'ai écrit des chansons, je travaille sur des scénarios, etc., sur des spectacles. Et en ce moment, j'écris un roman et ça fait une quinzaine de jours que je teste un peu justement ChatGPT pour voir un peu ses réactions. C'est assez amusant. Effectivement, il n'a pas du tout le sens de l'humour. Mais alors, il est incapable de faire une blague. J'ai travaillé pendant 15 ans avec Jamel Debbouze. Je peux vous dire qu'on n'aurait jamais utilisé l'IA pour faire un spectacle. C'est sûr. Je pense pas qu'il y arrive parce que c'est trop compliqué. Mais par contre, ça me fait penser à l'expérience de la musique informatique quand elle est arrivée, la musique numérique. Et je me rappelle très bien de ça puisque je suis né avec, j'ai grandi avec ça.
Et ce qui est irremplaçable, c'est l'expérience qu'on a avec le texte. Comme dit Valentin, c'est qu'on revient tous les jours sur son texte. On a un rendez-vous. Ce rendez-vous-là, il est important et c'est l'expérience. Et on a la même chose avec un instrument de musique. C'est-à-dire que quand vous venez avec votre guitare, votre piano, quel que soit l'instrument que vous pratiquez, le rendez-vous que vous avez avec votre création, il est quand même très particulier. À côté de ça, il y a le côté business qui existe et il faut pas s'en cacher. C'est que la vivacité, la capacité de créativité de cette machine, c'est exactement ce qui s'est passé avec la musique informatique. Vous avez un logiciel qui s'appelle Band in a Box. À l'époque, je vous parle de ça, c'était il y a 20 ans. Plus que ça même. Vous rentriez dans le logiciel quelques notes de musique sans avoir aucune notion de solfège, hein, et il vous faisait le style de musique que vous vouliez. Et ça sortait les mêmes choses que les textes littéraires de ChatGPT. C'est-à-dire que c'était plat, lisse, sans aucun relief. On sent qu'il n'y a pas d'âme dans l'histoire. Mais ça a fait un business. Voilà. Mais ça me faisait penser à ça, voilà. Merci. Merci à vous, parce que ça remet de l'histoire là-dedans. Et puis aussi la comparaison entre les arts, c'est formidable. C'est sûr que quand on regarde l'histoire de l'IA, il y a quand même des antécédents. Et littérairement, c'est beaucoup la littérature combinatoire qui est à l'origine de ça. Ça a déjà été beaucoup analysé, en fait, ces sources de la littérature numérique. Mais là, il y a quand même une bascule. Et là, je vous le définis comme de la délégation d'écriture, ce qui est quand même très différent, hein, par rapport à la littérature vraiment combinatoire. Par exemple, 100 000 milliards de poèmes. Vous connaissez sans doute ça. Voilà, c'est les origines qui sont des origines papier, en fait, de la littérature déjà sous combinaisons possibles et sous embranchements qui sont numériques, hein, qui sont algorithmiques quelque part. Voilà, donc merci, hein, pour ce témoignage, parce que c'est important en fait de ne pas penser que ça vienne sans histoire. En fait, faut le replacer dans une histoire. Même si on a l'impression d'une bascule, il faut quand même le replacer dans une histoire qui soit une histoire littéraire, en fait, des formes littéraires, parce que c'est une forme dont il faut s'approprier. Alors peut-être que la comparaison avec la musique nous renseigne aussi sur le fait que ça reste complémentaire, en fait. Parce que même si ça fait du business, comme vous dites, si ça a eu un succès à un moment et que ça en a peut-être moins maintenant, ou que ça fait évoluer les formes musicales aussi, hein, ça reste complémentaire, en fait. Il y a les deux qui se marient. Donc je pense que l'idée de l'évolution de tout ça n'est pas strictement dans le conflit, hein, et à penser beaucoup plus dans la collaboration et dans la complémentarité. Merci infiniment et pour votre attention et puis pour vos remarques et vos questions. Merci infiniment.